Bonjour à tous. En 2020, la pandémie Covid est tombée sur tous les pays du monde. Bien sûr, nous savions que le risque de pandémie sanitaire existait, mais en même temps, bon, ce sont des événements rares, on n'y croyait pas trop. Or, en fait, on a vu que c'était très grave et que mieux on anticipe, mieux on se prépare, mieux c'est. Et or, en fait, une pandémie peut en cacher une autre. Et l'autre pandémie dont on sait bien qu'elle peut nous arriver, c'est la cyberpandémie. Et donc, comme mieux vaut anticiper, mieux vaut se préparer, eh bien, nous allons donc écouter Olivier Lopez, qui va nous parler de la modélisation de l'accumulation des sinistres sur un portefeuille d'assurance, des cyber sinistres. Donc Olivier, vous le connaissez, il est professeur de l'université Sorbonne Université, il est membre agrégé de l'Institut des actuaires, il est directeur de l'ESUP, et il est co-responsable de l'initiative de recherche, on appelle ça une IDR, c'est une chaire, en cyber-risque, qui est Actuarial Modeling, qui est dans le cadre de la Fondation du risque, et qui est faite en partenariat avec AXA Research Fund et AXA GRM, Sorbonne Université et NSAE. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier. Merci. Merci Florence et bonjour à tous et toutes. Oui, comme Florence l'indiquait, aujourd'hui, on est en plein contexte de pandémie qui n'est sans doute pas achevée, mais donc on peut se poser également la question de la prochaine, qui notamment, un des domaines qui inquiète, c'est notamment le cyber. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un aperçu d'un certain nombre de travaux qu'on a effectués dans le cadre de cette IDR avec ma collègue Caroline Hilléré qui porte avec moi ce projet pour modéliser, pour fournir des outils qui permettent d'évaluer et de comprendre ce risque cyber dans un contexte particulier, puisqu'il y a plusieurs types d'incidents cyber, des incidents ciblés sur une personne, enfin, quand je dis une personne, une entité, et qui peuvent être extrêmement sérieux. Là, on va s'inquiéter de l'aspect contagion, de l'aspect accumulation de sinistres, dans un schéma de pandémie qui va ressembler un peu furieusement à ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le cadre de la pandémie Covid. Donc, je vais commencer cette présentation par une définition très rapide de ce qu'est le cyber-risque, puisque je ne sais pas exactement quel est le degré d'appropriation du concept par la totalité d'entre vous. Le cyber-risque, de façon très schématique, hein, ça va être, enfin de façon très, très raccourcie, hein, c'est comment on va détourner les outils numériques pour leur faire quelque chose qui a été imprévu, en général avec un objet malveillant. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'informatique, hein, puisque les questions de sécurité de l'information, de sécurité des systèmes d'information, se sont posées dès le début de l'informatique. Ce qui est nouveau, bien entendu, c'est le fait, pour le secteur de l'assurance, c'est un risque qui est quand même relativement nouveau. On verra un petit peu pourquoi également, et surtout un risque extrêmement compliqué à gérer, parce que vous avez une variété très forte d'événements qui peuvent être considérés comme des cyber-risques. Donc, vous avez bien sûr ce qu'on a tous en tête comme les piratages, hein, les hacks, mais vous avez également d'autres formes, par exemple des informations qui peuvent être mises simplement par erreur, qui peuvent être divulguées par erreur, et puis vous avez ensuite des modes d'action qui peuvent être là aussi très différents. Le ransomware, bien sûr, on va réexpliquer ce que c'est un petit peu après, mais également des escroqueries tout à fait classiques, hein, qui vont
simplement profiter des outils numériques et des usages numériques pour se déployer. Donc c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Bien sûr, les entreprises principalement, quand on pense aux produits de cyberassurance, c'est principalement à ça qu'on pense, mais ça va toucher bien entendu les particuliers et bien entendu les États également. Alors, dans le contexte Covid-19, il y a en plus une question autour du cyber-risque, c'est-à-dire qu'on a vu que la menace cyber était exacerbée par le fait que déjà on utilise de plus en plus les outils numériques dans la pratique quotidienne, mais là, avec les confinements, avec le télétravail, on a eu un usage qui a été encore plus accru des outils numériques, et en plus, dans des conditions qui ne respectaient pas forcément les bonnes pratiques informatiques. Parce que quand vous amenez votre travail à la maison, dans un cadre télétravail qui ne serait pas bien anticipé et bien borné, eh bien, vous avez notamment un mélange entre des outils personnels, des outils professionnels qui ont augmenté un petit peu les vulnérabilités et les sources d'attaque. Et puis, vous avez bien sûr ce que j'appelle ici dans cette slide des campagnes d'attaque qui sont opportunistes, que je qualifie d'opportunistes, qui essaient de profiter en fait du malheur général, de cette crise du Covid-19 pour faire des escroqueries finalement assez classiques dans leur facture. Ah pardon, les slides, excusez-moi, les slides n'étaient visiblement pas apparus. Ce que je disais à l'instant, c'est que un certain nombre de campagnes d'attaque ont essayé de profiter de ce contexte du Covid pour créer des URL associées à ces questions de Covid-19 ou différents messages, phishing et autres. Donc, il y a notamment, pour ceux qui veulent regarder, un article paru, enfin en tout cas soumis sur les sites de dépôt d'articles pendant la pandémie, qui montre qu'en fait, dans ce contexte du Covid, en fait, tous les types d'attaques cyber ont été renforcés. Alors, ce qu'on peut regarder également pour faire le lien avec ce contexte du Covid-19, c'est que d'ailleurs, il y a eu des attaques cyber qui étaient totalement néfastes, enfin orientées spécifiquement vers les services de santé. Donc, c'est ce que je vous disais, d'essayer de profiter un petit peu du malheur général, puisque là, je cite notamment une tribune de différents chefs d'État qui ont dénoncé justement ces attaques contre les services de santé, notamment le NHS, le service britannique, qui a été attaqué par pas mal de hackers. Et également, alors j'ai mis ce vendredi, en fait, ça date, j'ai fait du recyclage de slides, c'est un peu plus ancien, c'était il y a une dizaine de jours, mais on a vu aussi dans ce contexte Covid des attaques plus massives dirigées contre des États, notamment l'Australie, qui s'est dit victime d'une cyberattaque en lien avec le Covid, puisque l'Australie soupçonne que c'est lié à des déclarations qui ont été faites et qui étaient hostiles à un autre État dans sa gestion de la crise du Covid-19. Alors, nous, ce dont on va parler, c'est de questions de cyberassurance. Donc, j'ai repris quelques chiffres qui sont issus de différents rapports du CESIN, qui est donc un organisme qui s'intéresse à la question justement de la cybersécurité et de la préparation de la société dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on regarde du côté des entreprises, il y a bien sûr un grand nombre d'entre elles qui ont été touchées par des incidents, enfin qui ont été au moins ciblées. Et ce qu'on voit aussi dans ces chiffres, c'est en fait pour le secteur, pour l'industrie, un sentiment d'être bien préparé qui est relativement faible. Et ce qu'on voit également du point de vue de la cyberassurance, parce que bien sûr, la première protection contre le cyber-risque, ça va être des mesures
d'une part d'hygiène informatique et puis des mesures de cybersécurité physique, je dirais, de sécurisation des systèmes d'information. Mais comme il faut bien sûr se poser la question ensuite du traitement, parce qu'on va sans doute pas pouvoir éviter tous les sinistres, tous les incidents, eh bien, il se pose clairement la question de l'assurance, de la réparation, et on voit là aussi un mouvement vers ces contrats de cyberassurance. Donc, des contrats qui, en plus, et ça, vous allez le voir, ça va être, ça a été une composante de nos travaux, qui vont pas simplement être dans la simple réparation financière des dommages, mais qui vont donner à l'assureur un rôle d'accompagnant. En fait, il va falloir à la fois, parce que un certain nombre d'assurés, en fait, d'entreprises, vont avoir un degré de connaissance de leurs risques qui est relativement faible. Je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, qui peuvent être qui peuvent utiliser le numérique, mais être dans des secteurs très loin du numérique, et qui se trouvent en fait un peu perdues face à tous les risques auxquels elles font face. Donc, le rôle de l'assureur, il est attendu pas simplement pour payer la note, il est aussi attendu pour prévenir, pour assister, pas seulement en termes de réparation financière, mais également en termes d'expertise IT, et donc vous allez avoir la question, souvent, qui va être posée, de coupler la prestation financière avec des offres qui vont appuyer, qui vont aider, qui vont fournir un service technique aux entreprises, notamment aux PME. Donc, c'est tout cet aspect accompagnement de l'assuré qui va être un petit peu différent par rapport à d'autres produits. Donc, bien sûr, on peut se dire que finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le sens où c'est finalement le risque cyber, vous pouvez le voir comme une composante du risque opérationnel, mais sa spécificité, c'est qu'en fait, c'est nouveau. Alors, je vous ai dit pas si nouveau que ça, puisque c'est au moins aussi ancien que la sécurité informatique, mais c'est en tout cas le caractère évolutif qui va être qui va introduire une difficulté supplémentaire, puisqu'il va falloir capter cette évolution des comportements. Il y a bien sûr la question qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais qui est importante, de l'aspect silent cyber, c'est-à-dire les couvertures cyber qui ont été souscrites sans qu'on le sache, hein, parce que simplement, il n'y avait pas eu de clause d'exclusion. Donc là, il y a une question, bien sûr, de toilettage, une question juridique, en fait, une question de toilettage des contrats d'assurance pour créer des clauses d'exclusion qui permettent de protéger contre ces incidents silent cyber. Mais même si on voit le problème sous cet angle, on sait très bien que ce n'est pas parce que quelque chose est exclu, si on a quelque chose d'extrêmement massif, on peut avoir une telle pression que l'assureur va quand même devoir répondre. Et on le voit également dans l'actualité récente sur le Covid, donne des exemples de ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire que le risque d'accumulation dont on va parler, hein, qui va être une des inquiétudes, c'est qu'est-ce qui se passe si on a une pandémie cyber, c'est-à-dire si on a énormément de sinistres qui se produisent en un laps de temps court, énormément de victimes, eh bien, que ces victimes soient des entreprises ou des particuliers d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une perte de mutualisation et donc de ne pas être capable de servir les engagements? Et ce risque d'accumulation, il est propre au cyber par l'aspect massif d'un certain nombre d'événements qui peuvent se produire. Et ensuite, le dernier point, bien sûr, ce sont les réparations à apporter, comme je disais, qui ne vont pas simplement être financières, mais il va falloir aussi accompagner la convalescence de l'entreprise. Alors, dans cet exposé, qu'est-ce que je vais présenter rapidement dans les travaux qu'on a menés? L'idée, c'est d'envisager vraiment du point de vue d'un assureur en se mettant à la hauteur d'un portefeuille d'assurés, et on va essayer de regarder comment une catastrophe, une pandémie cyber passe sur ce portefeuille d'assurance. Et le but, c'est à travers ces outils de modélisation, hein, qui sont assez généraux, ce que j'essaierai de vous montrer, c'est qu'on peut les utiliser pour essayer de prévoir, de quantifier quel va être le coût
de la protection qu'on va déployer contre le cyber, et puis dimensionner donc ce que j'appelle la capacité de réponse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir combien d'assurés je vais devoir assister à un instant donné, puisque ce que je vous ai dit, c'est que c'est pas seulement, on va pas simplement payer des semaines après ce qui va se passer. Les assurés, quand ils sont face à un événement cyber, ils vont avoir besoin très très rapidement d'avoir un accompagnement. Et si on se trouve dans une situation où l'assureur ne peut pas fournir cet accompagnement parce que eh bien, on aurait trop d'assurés à assister en même temps, eh bien là, ça va poser un gros souci parce que d'une part, l'assureur fait défaut par rapport à ses engagements d'assistance, et puis éventuellement, les coûts peuvent augmenter parce que si vous ne pouvez pas assister un assuré tout de suite, les coûts qui vont être nécessaires pour redémarrer son activité, si c'est dans 7 jours, ils vont être beaucoup plus importants que si c'est dans 7 heures. Voilà. Et donc, ce qu'on va essayer de voir aussi, c'est de mettre en avant l'aspect prévention et à quel point il peut être intéressant pour l'assuré de jouer un rôle, de ne pas simplement regarder ce qui se passe, mais d'alerter ces assurés et de leur permettre de juguler une crise cyber qui serait en cours. Et bien sûr, étant donné le contexte, on pourra voir pas mal d'analogies, mais aussi quelques différences avec la question du risque pandémique. Donc l'introduction, j'ai commencé à la faire. Ce qu'on va juste faire, c'est un peu regarder un certain nombre d'événements cyber que j'ai sélectionnés. Alors je préviens tout de suite, tous ne rentrent pas forcément dans le champ de l'assurance, mais c'est juste pour se convaincre de la diversité des problèmes considérés et des types à la fois d'attaques et de victimes. On reviendra ensuite dans la deuxième partie sur quelques tout petits rappels sur comment fonctionne la mutualisation et en quoi le risque d'accumulation peut la mettre à mal. Et la partie vraiment centrale, ce seront donc les parties 3 et 4, où on verra comment on définit des scénarios d'accumulation, la modélisation qu'on propose pour un certain type d'attaque cyber, encore une fois pas toutes, et comment on peut analyser le comportement de ces modèles en répliquant un événement cyber bien connu. Donc, pour commencer donc, ce petit balayage des événements cyber récents, enfin relativement récents, l'exemple type de cyberpandémie, enfin l'un des meilleurs exemples qu'on peut avoir, c'est ce que je vais appeler la pandémie WannaCry, donc ce que vous voyez sur l'écran, donc pas de panique, votre écran n'a pas été réellement hacké, c'est simplement une capture d'écran de ce qu'ont vu les victimes de ce virus, qui est un ransomware, donc ou rançongiciel en bon français. Le fonctionnement d'un ransomware, c'est je m'introduis par une vulnérabilité, je bloque l'accès aux données de l'ordinateur ou du système d'information, et si la victime ne paie pas une rançon, eh bien, il ne pourra plus accéder aux données qui sont contenues dans son système. Et par ailleurs, même si on paie la rançon, ensuite, il faut se demander, certaines fois, vous avez des hackers qui ne sont pas honnêtes, et donc certaines fois, vous ne retrouvez quand même pas vos données. Donc c'est toujours une mauvaise solution de payer, d'autant que ça fait augmenter, ça crée une espèce d'inflation des coûts de ce type de piratage. Donc WannaCry, ça a été un événement particulièrement emblématique parce qu'il a affecté un grand nombre de postes dans le monde, vous voyez, dans le monde entier, et avec un coût qui va dépasser très largement le montant des rançons. Ce qui a été payé en rançon, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est dérisoire par rapport aux centaines de millions de dollars qui sont estimés. Pour voir le NHS, toujours pareil, le service de santé britannique, estime à 100 millions de dollars les pertes associées à WannaCry. Alors, une petite carte à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'elle est fournie par Avast, qui est un éditeur d'antivirus, donc avec une suspicion de gonfler un petit peu la menace, mais quand même, ça dit des choses. Ça vous indique la répartition des attaques, donc à travers le monde. Donc, vous voyez, toute la carte est à peu près couverte, sauf visiblement le Groenland. Et vous voyez que plus ça vire au cramoisi, en fait, plus il y a eu de victimes dans ces différents pays. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, là aussi avec beaucoup de méfiance parce que ça vient de la même source,
mais c'est WannaCry 1 an après. Et là, WannaCry, c'est une attaque qui exploite une vulnérabilité informatique qui s'appelle la faille Eternal Blue, qui était connue bien avant WannaCry et qui existe toujours. Là, ce que vous voyez ici, c'est les ordinateurs qui ne sont pas à jour vis-à-vis de cette vulnérabilité Eternal Blue. Donc là, plus on vire au bleu sombre, moins on est à jour. Et donc tout ça pour dire qu'il y a un élément important dans le cyber, c'est qu'on a parfois l'impression que les virus, ou en tout cas les attaques disparaissent une fois qu'elles ont été faites. Bon, on a découvert une vulnérabilité et puis c'est corrigé. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, vous avez donc des portes d'entrée qui vont rester à travers le temps. Donc, en plus du caractère évolutif de la menace, c'est-à-dire l'irruption de nouvelles vulnérabilités, vous avez toujours celles qui ont été détectées par avant, pour lesquelles vous n'avez pas une immunité totale de la population, si vous voulez. Donc, NotPetya, c'est un autre exemple quasiment simultané avec WannaCry qui utilise la même faille. Et simplement, je montre cet exemple parce que il est particulièrement intéressant parce que là, il y a potentiellement un aspect politique derrière la motivation des hackers. WannaCry, on voit que c'est de simple malveillance et simple volonté de récolter des rançons. NotPetya, c'est une attaque qui va principalement viser l'Ukraine, mais qui va, à partir de motifs vraisemblablement politiques visant un pays, va affecter beaucoup plus loin. Parce que vous avez notamment des entreprises, vous voyez là, il y a des entreprises françaises qui sont citées, et qui, via notamment leurs filiales ukrainiennes, peuvent être impactées et voir leur activité perturbée. Donc, motivations diverses. Alors, autre exemple que je cite souvent, qui va nous envoyer un petit peu plus loin du champ de l'assurance, mais qui montre un petit peu quels vont être les dommages, pour avoir une conscience un petit peu des dommages qui vont pouvoir être générés à travers un événement cyber. Donc, on a déjà vu la question, bien sûr, de la rançon, qui en soi est un dommage, la question de la perte des données, mais donc il y a pas mal de pertes annexes qui peuvent être créées, et l'exemple d'Ashley Madison est particulièrement significatif là-dessus. Donc le piratage d'Ashley Madison, donc Ashley Madison, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site canadien, un site de rencontres extra-conjugales, donc c'était des choses qui existaient quand on avait le droit de se réunir, et qui a été donc victime d'un piratage, alors d'une part qui est un piratage idéologique. Donc là, il n'y a pas de motivation de rançon, c'est dire la variété des types d'attaques qu'il peut y avoir. C'est donc des gens qui étaient contre le concept d'infidélité et de tout ce qui est associé, et qui ont fait un chantage à Ashley et Madison en leur disant si vous ne supprimez pas votre site, c'était pas une question d'argent, eh bien on va divulguer les identités et les identifiants de toutes les personnes qui ont navigué sur votre site. Bon, ce qui s'est passé derrière, c'est que ça a été divulgué, et vous voyez un petit peu les titres ici des journaux. Les conséquences vont être absolument dramatiques. Elles vont pas être simplement de la perte d'activité pour une entreprise, mais derrière, vous avez des suicides et donc des dommages qui vont être également causés pour l'entreprise, qui va devoir verser énormément pour faire face à tout ce que sa négligence dans la protection de ces informations à causer. Et alors, il y a également quelque chose d'assez intéressant. Donc, vous voyez que la note a augmenté. On avait, au fil du temps, on a eu d'abord une première indemnisation à 1,6 million, puis vous voyez un peu plus tard, on augmente encore ce chiffre. Ce qui est intéressant également, c'est que derrière ça, vous avez aussi des informations à travers un cyberincident qui vont entacher la réputation de l'entreprise. Alors, vous me direz, parler de réputation pour un site de rencontres extra-conjugales, bon, c'est déjà un souci. Mais là, le piratage a dévoilé notamment un des secrets industriels, si j'ose dire, du site, et qui lui a causé un gros préjudice après, dans sa volonté de redémarrer son activité. C'est qu'en fait, pour résumer l'histoire, un certain nombre de comptes
majoritairement féminins sur le site d'Ashley Madison étaient en fait des comptes qui n'existaient pas, qui étaient des comptes de robots, enfin avec une l'intelligence artificielle mise au service du dialogue, badin. Et donc, de ce fait, comme les personnes payaient justement pour chacune de ces discussions, eh bien, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une escroquerie, c'est-à-dire ils croyaient parler à des vraies personnes et ils parlaient à des bots. Donc ça aussi, vous voyez, à travers toutes ces choses-là, une simple attaque idéologique contre une entreprise, on se retrouve à perturber la vie, voire à la terminer dans un certain cas d'énormément de personnes derrière, à générer des pertes qui dépassent bien le champ initial et potentiellement également à leaker des pratiques de l'entreprise qui peuvent être préjudiciables. Alors, je vais rester encore dans une thématique voisine avec le chantage du crypto-porno. C'est simplement, alors pourquoi je le mentionne, pas simplement par affinité pour toutes ces thématiques, mais simplement pour vous montrer ce que je disais sur le fait qu'il va y avoir des phénomènes massifs qui peuvent être d'une part des escroqueries très très standards. Donc, en l'occurrence, ce chantage du crypto-porno, c'est simplement un mail qui est reçu avec « Nous avons piraté votre webcam », parce que vous avez visité un site porno et nous allons divulguer des informations de vous un peu partout à tout votre carnet d'adresses. Grosso modo, c'est ça. Et donc, pourquoi je le mentionne? D'abord parce qu'il a un aspect massif, en fait, donc notamment cybermalveillance.gouv.fr, qui est un organisme qui a pour but de faire la veille des incidents cyber, a vu un pic de signalement lié à ce chantage-là. Et vous voyez que là, ça ne touche pas forcément que des entreprises, là, ça touche des particuliers et ça peut les toucher de façon assez massive. Hein. Donc, les victimes peuvent être très différentes, ça peut être des entreprises, des particuliers, les motifs peuvent être différents, les modes d'action également différents. Et ensuite, bien sûr, vont se poser la question, là aussi, des clauses d'exclusion. Donc, un exemple très, très médiatique, c'est l'affaire Mondelez Zurich, hein, qui est liée à cette cyberattaque NotPetya dont je parlais. Il y a la question là aussi de savoir ce qui rentre dans le champ de l'assurance et ce qui ne rentre pas dans le champ de l'assurance. Parce que comme je vous disais, NotPetya, il y a une motivation au départ qui a été, en tout cas très fortement suspectée comme étant d'origine politique, donc assimilable à une guerre. Et donc l'assureur Zurich a refusé, donc l'affaire est en cours bien sûr, refuse le paiement à une des victimes de cet incident. Donc ça peut être une solution, hein, de regarder vers finalement est-ce qu'il ne faut pas exclure du champ de l'assurance un certain nombre de choses, mais on le voit, ça ne va pas être la solution, parce que même, je ne me prononce pas sur le fait que cet incident soit légitime, ou enfin que la requête de l'assuré soit légitime ou pas, mais on voit qu'ensuite, même si on ne paie pas pour l'incident, on va déclencher, enfin certains types d'incidents vont déclencher des contentieux, des pertes d'image et des frais juridiques qui peuvent être importants. Donc d'où l'intérêt de ne pas simplement se dire finalement c'est qu'une problématique de chercher à exclure le risque. Il va bien falloir le quantifier parce que même si on croit avoir exclu les choses, on peut avoir des retours de bâton. Alors, donc, je vais maintenant parler très rapidement de mutualisation, mais ça va être assez rapide puisque ça fait partie des mécanismes qui fonctionnent normalement, enfin, qui sont à la base de l'activité d'assurance. Donc, j'imagine que tout le monde connaît bien. C'est juste pour se fixer un petit peu les idées et puis mettre quelques équations quand même parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais donc, l'idée de cette mutualisation, c'est que vous avez un risque qui, au niveau individuel, est insupportable. Donc, vous avez un individu I qui va enregistrer une perte aléatoire. Peut-être que ça sera 0, c'est aléatoire, on ne sait pas, hein, XI. Et la difficulté, c'est que cette perte peut prendre de très grandes valeurs. Ben, si j'ai plus du tout accès à mon fichier client, ben, je mets la clé sous la porte. Donc, ça, c'est une perte considérable pour moi. Ou sans doute plus vraisemblablement une valeur très basse, voire nulle. C'est-à-dire que si tout va bien, normalement, je ne devrais pas me faire
me faire hacker. Mais bien entendu, individuellement, il y a une grande incertitude parce que vous voyez, les deux issues vont bien entendu être complètement différentes. Dans un cas, je mets la clé sous la porte, dans l'autre, je continue ma vie normalement. Donc la mutualisation, c'est ce qui va permettre d'absorber, bien entendu ça, on connaît bien ce phénomène-là en assurance, ça consiste à se dire que la perte au niveau d'un assureur, que j'ai appelé L ici, c'est donc la somme des pertes individuelles pour N assurés qui seraient identiques, donc notez cette belle hypothèse mathématique idéale qu'on nous bassine depuis j'allais dire l'école primaire, sans doute plus vraisemblablement le lycée, mais d'individus indépendants identiquement distribués. Donc dans ce cadre très idéal, en fait, qu'est-ce qui fait marcher la machine? C'est que la perte de l'assureur, en fait, n'est pas du tout incertaine, dans un contexte de mutualisation très idéalisé, très parfait. Puisque vous avez des résultats mathématiques qui nous disent que la perte, ça va être à peu près n fois la perte moyenne pour un individu. Donc, finalement, il n'y a pas de suspense. Et vous avez ensuite des résultats comme le théorème central limite, qui va être le résultat qui va nous permettre de dire « ouais, d'accord, ça ne va pas être totalement ça, mais l'écart entre ce scénario central et le réalisé, il va être grosso modo de cet ordre-là, de l'ordre racine de n, n étant le nombre d'assurés, et vous avez ici, bien sûr, une constante sigma qui est la variance, donc la quantité d'aléas dans le phénomène. Donc, vu comme ça, le problème de l'assurance, on ne voit pas pourquoi on s'embête, est rapidement réglé. On a un phénomène qui individuellement est très incertain, et par contre, au niveau collectif, grâce à ce phénomène de mutualisation, qui est une mécanique mathématique, on a absorbé, il n'y a plus de suspense, on sait, grosso modo, ce qui va se passer. Bon, alors, bien sûr, c'est une conclusion très grossière, parce que en pratique, où est-ce que ça va poser problème? Ça va poser problème un petit peu là, donc indépendant identiquement distribué. Donc ça, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais donc là, c'est vraiment là où ça ferait le plus mal, mais également ici dans le fait dans les résultats mathématiques, dans le fait que, si vous voulez, si on raisonne très grossièrement, vous avez une perte L qui est de l'ordre de N. Et vous avez un écart par rapport à ce scénario qui est de l'ordre de racine N. Donc, quand on a vu les choses très rapidement, racine N, c'est négligeable par rapport à N. Sauf qu'en pratique, l'espérance, elle peut être assez petite. En général, elle va être assez petite, parce que si elle n'est pas petite, de toute façon, le mécanisme même d'assurance ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que cette espérance, c'est grosso modo la prime que va payer l'assuré. Si la prime est trop élevée, à moins qu'on soit en assurance obligatoire, l'assuré ne va pas s'assurer. Et même dans ce cas-là, ça pose un certain nombre de problèmes. Et inversement, ce que j'ai appelé sigma 2, la variance de mon phénomène, donc la quantité d'aléas, ça peut être absolument énorme. Donc en pratique, il se peut que l'incertitude soit tellement forte qu'elle ait tendance à la variance. Et là, j'ai mis un certain nombre de points par lesquels ça peut craquer. Je ne vais peut-être pas tous les détailler de façon approfondie. Mais c'est quoi la crainte que pose ce phénomène d'accumulation? C'est justement de voir ce beau modèle de mutualisation idéalisé se casser, soit parce que la variance est trop importante, soit parce que l'espérance devient ingérable, elle devient beaucoup trop grande, voire s'approche de l'infini, et éventuellement, vous avez cette rupture d'indépendance entre les assurés. Alors, on ne parlera pas trop de rupture d'indépendance entre les assurés ici, je vais vous expliquer pourquoi, mais juste pour vous montrer un exemple hors assurance cyber, pour rappeler un petit peu cette question-là. Donc, imaginez que vous faites de l'assurance catastrophe naturelle, que vous assurez contre les inondations, et là, ce que vous avez ici, vous avez mon portefeuille d'assurés sur cette photo. Donc, ça a l'air assez grand, il y a pas mal de monde dans ce portefeuille, mais est-ce qu'ils sont identiquement distribués? Peut-être, mais est-ce qu'ils sont indépendants? Sans doute pas. Parce que quand la cave d'une personne est inondée là-dedans, visiblement, celle de son voisin l'est également. Donc, vous avez ce risque d'une défaillance
ici de tout le portefeuille, dans d'autres cas d'une grande partie. Donc il y a une nécessité de diversification géographique quand on a des risques naturels. Dans le risque cyber, je le mentionne parce que c'est un point sur lequel il faut sans doute travailler, il y a une notion de proximité géographique à définir, mais à redéfinir. Parce que la difficulté va être que ce n'est pas simplement la proximité géographique de deux entreprises qui va expliquer quels sont leurs liens informatiques qui les relient. Ça peut être beaucoup plus complexe. Et donc ça, c'est un champ d'investigation. Comprendre un petit peu les liaisons définir une notion de proximité entre acteurs d'un monde numérique, c'est quelque chose qui est à faire aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai plus mes slides? Excusez-moi, j'ai eu une erreur sur les slides. Donc, le risque, la question d'accumulation, ici, on va la voir d'une façon très, très simplifiée. Donc, c'est-à-dire qu'on va simplement se regarder, non pas le coût réel d'un sinistre. On a fait, par ailleurs, dans cette IDR, des travaux sur l'analyse précise des coûts des incidents cyber. Là, on va simplement s'intéresser, pour simplifier les choses, sur des aspects fréquences et sur des aspects nombre. Donc, on va dire qu'un individu, il a 1 ou 0 sinistre dans la pandémie cyber qui va nous occuper. Et par contre, ce qui peut se passer, c'est que, bon, du coup, l'espérance du coup ne va pas être infinie, mais en tout cas, la probabilité d'avoir un sinistre peut être assez conséquente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être tellement important que soit on fait payer une prime exorbitante, soit on va se retrouver avec quelque chose qui est très imprévu par rapport à ce qu'on attendait. Alors, on va les garder dans ce que je vais vous présenter, indépendants, identiquement distribués, mais on pourrait tout à fait les répartir en différentes classes de risques, par exemple des entreprises de tel ou tel secteur, des entreprises avec tel ou tel niveau d'hygiène informatique, c'est tout à fait possible. Mais là, ce qu'on a présenté dans ces travaux, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez trouver notamment le préprint, donc l'article qui est disponible avec toutes les méthodes qu'on va développer. C'est vraiment une vision la plus simplifiée possible. Et on va s'intéresser à un aspect dynamique, c'est-à-dire pas seulement à ce qui va se passer à la fin, mais ce qui va se passer tout au long de la cyberépidémie. Pourquoi? Parce qu'on veut répondre à deux questions. On veut se dire, est-ce qu'on est capable d'assister suffisamment bien les assurés pendant l'épidémie? Et également, donc ça c'est la question du risque de saturation de la réponse. Et également, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer en tant qu'assureur pour essayer de juguler, de faire diminuer la note? Donc, c'est l'objet de la modélisation qu'on va développer ici. Alors, avec une modélisation, vous allez voir, qui est assez inspirée des modèles épidémiologiques. Vous verrez d'ailleurs un modèle épidémiologique qui est passé à la télé récemment, mais avec une grande flexibilité dans le cadre qu'on a développé, dans le sens où on peut modifier chacun des bouts du modèle en fonction du contexte. Donc, grosso modo, il y a 3 parties dans cette modélisation qu'on développe sur le cyber. Une partie qui est liée à ce qu'on a appelé un module environnement, qui va être comment une épidémie se diffuse de façon globale dans une population. C'est-à-dire comment l'incident, la pandémie WannaCry se propage dans le monde. Ensuite, nous, ce qu'on va voir, c'est quelle est la résultante de ça sur une petite population, c'est-à-dire sur la population des assurés qu'on a dans notre portefeuille. Ensuite, une fois que ça c'est, quelle est la deuxième chose à modéliser? C'est la question de la réparation. Combien de temps va être nécessaire pour permettre de redémarrer l'activité de notre assuré? Alors là, on a très peu modélisé cette partie-là, donc j'en parlerai très peu dans la suite. On est allé sur, en tout cas, quelque chose de très simple, qui est, on va vraiment parler d'assistance immédiate à l'assuré. Parce que ce qu'on sait, c'est que la convalescence suite à une infection par un incident cyber, elle peut être de plusieurs mois, voire années, avant que l'entreprise retrouve son niveau d'activité précédent. On va vraiment, ce que vous verrez dans les résultats, ça correspond vraiment à l'idée d'une assistance immédiate pour essayer de redémarrer les choses. Sinon, il faudrait bien sûr développer quelque chose de beaucoup plus complexe. Et ensuite, il y a un module qui va être plutôt sur la prévention. C'est à partir de quand on est capable de détecter qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une attaque cyber qui se déroule, et à partir de quand on peut
proposer aux assurés des correctifs, des vaccins, si vous voulez, l'analogie, pour se protéger contre cette vulnérabilité qui a été identifiée. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est au cours de cette épidémie, comment évolue le pic du nombre de personnes à assister à un instant donné. Alors, on va voir ça sur un schéma. Hein. Ça, c'était, comme je vous ai dit, j'aime bien les équations, mais il s'agit essentiellement de définir les différentes variables qui nous intéressent. Hein. Donc, l'approche qu'on a eue, c'est vraiment une approche au départ à hauteur d'individu, en se demandant quels sont les événements que connaît cet individu. Donc, il y a une date, enfin, quand je dis individu, hein, c'est une entité, c'est une entreprise. Donc, il y a une date où l'entreprise, elle est frappée. C'est cette date T. Et une fois qu'elle est frappée, alors cette date T, hein, attention, elle interviendra peut-être jamais. Hein, c'est-à-dire que ça peut être plus l'infini. Il y a également, une fois qu'elle est infectée, il y a un délai pendant lequel il va y avoir un traitement, c'est-à-dire une assistance immédiate pour essayer de remettre les choses en route. Donc ça, c'est cette durée U. Et puis ensuite, vous avez ici quelque chose qu'on a appelé C pour faire l'analogie avec des phénomènes de censure en analyse de survie. Mais donc c'est la date à laquelle vous avez le vaccin. Enfin, ce que j'appelle le vaccin, c'est-à-dire l'assuré a été prévenu et a implémenté tous les correctifs nécessaires pour ne plus être affecté par l'événement. Et donc, si cet indicateur delta qu'on définit ici vaut 1, ça veut dire que la personne a été infectée. Et si il vaut 0, ça veut dire que la prévention a été efficace, la personne s'est protégée avant qu'intervienne l'événement. Donc, sur un schéma, ça donne ça. Donc là, vous avez deux lignes qui vous représentent deux individus. Donc, vous avez celle qui est tout en haut, où vous avez un premier événement à la date TJ, où la personne où l'entreprise est infectée. Et ensuite, pendant la durée aléatoire UJ, il va y avoir assistance. Hein. Et donc, en tout cas, la première partie de la crise est résolue au niveau du point que vous voyez là. Et la deuxième personne en dessous, vous voyez, il y a l'événement CK qui s'est produit avant TK. Hein. TK, c'est ce qui se serait produit si la personne ne s'était pas protégée. Dans ce cas-là, il y aurait eu contamination par le virus informatique. Heureusement, il y a eu protection avant, et donc cette personne-là, hein, cette entreprise ne sera pas victime. Voilà, donc ce que j'ai appelé environnement, réparation et prévention, c'est les variables qui étaient définies auparavant, hein, c'est-à-dire l'environnement, ça va se retrouver dans la loi de cette variable T, hein, c'est-à-dire à quelle vitesse, à quel moment on va être infecté, ça dépend de si l'épidémie, la cyberépidémie est active ou pas dans la population dans laquelle est plongé le portefeuille. Le module réparation, c'est combien de temps il est nécessaire pour assister l'assuré juste après l'infection. Donc ça va correspondre à la modélisation de U, hein, ce durée de réparation. Comme je vous ai dit, ça c'est quelque chose qui va dépendre beaucoup de l'incident et dont on ne va pas beaucoup parler dans cet exposé. Et puis, par contre, ce qui va plus nous intéresser, parce que là, on a un vrai rôle à jouer, qui est sur l'aspect prévention et réponse, hein, c'est la modélisation de ce que j'ai appelé cette vaccination, pour faire l'analogie avec les pandémies biologiques. Donc ensuite, ça j'ai introduit quelques notations. Ceux qui voudront aller plus loin en regardant l'article pourront, les retrouveront. Grosso modo, ce qu'on suit, c'est on compte un certain nombre de choses pour suivre l'évolution sur le portefeuille. Ce qui va nous intéresser, c'est trois processus. Un processus qui s'appelle grand NT, qui en fait va compter à un instant T combien de personnes ont été infectées. Un processus RT qui va nous indiquer à un instant T combien de personnes ont été contaminées et traitées à l'instant T. Et ce qui va vraiment, vraiment nous intéresser, c'est ce grand IT ici, qui est la différence entre les deux, qui nous indique à un instant donné combien de personnes nécessitent assistance. Donc, si vous voulez l'analogie avec le contexte pandémie biologique, hein, IT, c'est vraiment la hauteur du pic, c'est le nombre de personnes en réanimation, si vous voulez. Hein, et on va essayer de s'assurer que ce IT ne dépasse pas une certaine borne au-delà de laquelle on n'est plus capable de répondre. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est écrit en dessous. Ce qui va nous intéresser, c'est le suprêmum de ce processus. Hein, donc, pas seulement le point d'arrivée, mais ce qui va se passer entre-temps.
Et éventuellement, il est très intéressant aussi parce qu'à travers ce processus, vous allez avoir d'autres éléments. Par exemple, vous allez pouvoir quantifier la durée d'intervention, la durée totale d'intervention. Vous voyez ce que vous avez ici, cette somme qui est tout en bas de la slide, hein, c'est le temps total qui a été investi pour assister des assurés. Et donc, si le temps se chiffre en argent, bah, c'est directement lié à une notion de coût. Donc, derrière ce IT, il va y avoir une notion de coût et une notion liée à cette question de saturation. Donc, cette slide, juste pour rappeler comment on modélise, puisque là, ce que je vous montre, hein, c'est une espèce de modélisation pas à pas de comment on va regarder cet événement cyber. Et comme on a pris une approche dynamique, une approche temporelle, c'est assez naturel de se tourner vers des quantités à modéliser qui vont être adaptées à ces risques-là. Et typiquement, bah, quand on fait de l'analyse de survie, de l'analyse de mortalité, la quantité qui est intéressante pour modéliser une variable, c'est ce qu'on appelle le taux de risque instantané, hein, c'est-à-dire un indicateur qui correspond bien à une modélisation dynamique et qui nous dit à un instant T, eh bien, est-ce qu'on a un très gros risque à cet instant T que quelque chose se produise? Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, pourquoi c'est très facile pourquoi ça correspond bien à quelque chose de confortable pour la modélisation? Ben, imaginez une situation où vous avez un virus contagieux qui circule de façon active dans la population, à la date T d'aujourd'hui, petit t d'aujourd'hui. Ben, votre risque d'être infecté, il est énorme aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir déployer plus de précautions pour ne pas être infecté. En revanche, si vous savez qu'aujourd'hui, le virus circule peu, vous allez avoir votre indicateur qui, au contraire, va être plus faible. Et dans ce cas-là, ça va être une indication sur le fait que vous pouvez peut-être vous autoriser à prendre un tout petit peu moins de précautions. Donc, de façon schématique, c'est une quantité, plutôt que de modéliser une densité, comme on a l'habitude de le faire en probabilité. Regardez ça, c'est vraiment adapté au cadre dynamique qu'on veut développer, parce que ça va vraiment nous dire à chaque instant quel est le risque qu'un incident se produise juste au moment qu'on est en train de regarder. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de regarder quel type de distribution on peut choisir pour modéliser ce lambda t, quel type de fonction on peut prendre pour ce lambda t. Et donc, comme c'est très à la mode en ce moment, alors même si ces travaux ont été commencés avant que les modèles compartimentaux en épidémiologie redeviennent à la mode, comme on est en train de regarder des épidémies, c'est assez naturel de se tourner vers des modèles qui sont utilisés par les épidémiologistes depuis assez longtemps. Et donc, notamment, l'exemple le plus simple, et comme je vous ai dit, très médiatique en ce moment, c'est les modèles SIR. Donc, ces modèles SIR, c'est pour décrire une épidémie, une transmission d'épidémie dans une grande population, typiquement. Et on appelle ça compartimentaux parce que on considère que les individus sont regroupés en différentes catégories, donc ici 3 dans la version la plus simple. Si vous regardez les modèles compartimentaux développés en épidémiologie, notamment les équipes chez nous à Sorbonne de l'Institut Pierre-Louis, qui ont fait des modèles sur le Covid, vous trouvez plutôt des modèles beaucoup plus élaborés à 11 compartiments, je crois, dans une de leurs dernières populations, parce que vous avez une hétérogénéité des situations considérable. Mais là, on va rester assez simple. Vous avez donc 3 catégories, des gens qui sont susceptibles, donc ça veut dire des personnes qui peuvent être frappées par l'attaque informatique. Vous avez I de T, donc les infected, celles qui sont infectés. Donc, encore une fois, en raisonnant, je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, mais là, on est en train de ne pas raisonner sur le portefeuille, mais de regarder dans la population globale, hein, c'est-à-dire toute la France ou le monde entier, si vous voulez. Et puis, donc, R de T, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est recovered ou removed, c'est la situation est résolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en général? Ça veut dire l'individu n'est plus contagieux. Hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça, c'est un cadre qui est bien adapté à la description, à l'évolution d'épidémies.
Donc, vous avez des équations différentielles, un système d'équations différentielles qui vous donne l'évolution des différents compartiments, excusez-moi. Donc, grosso modo, plus vous avez de rencontres entre infectés et susceptibles, plus vous allez avoir de nouvelles infections. Les nouvelles infections, c'est bêta S de T, I de T, dans l'intervalle T, T plus DT. Fois DT. Et vous avez ensuite des personnes qui sortent de la catégorie contagieuse à un taux gamma, qui est introduit ici. Donc, les deux paramètres qui vont... il y a trois paramètres en fait qui vont guider l'évolution d'un tel système. C'est le bêta qui va nous dire à quel point c'est contagieux, le gamma qui nous dit à quel point on cesse d'être contagieux, à quelle vitesse on cesse d'être contagieux et donc de pouvoir transmettre le virus. Et ensuite, bien sûr, la taille de la population, parce que, bien sûr, ça ne va pas être la même chanson en fonction de la taille. Alors, comment on passe de ce modèle qui n'est pas du tout adapté en fait à la description du portefeuille d'assurance? Il est adapté à regarder à un niveau pays. Là, on n'a en fait qu'une toute petite extraction de ce qui se passe au niveau d'un pays, d'une région ou voire du monde. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut traduire ce modèle SIR en un modèle sur le fameux lambda T ici, en revenant à l'individu. L'idée, c'est que, grosso modo, mon portefeuille d'assurance, c'est comme un sondage dans la population nationale. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais regarder? Eh bien, la probabilité d'être infecté entre T et T plus DT, donc l'instant qui suit T plus DT, eh bien, ça va être proportionnel à la probabilité de tirer un nouvel infecté dans la population nationale. Donc là, il y a un petit calcul qui est plus détaillé, bien sûr, si vous voulez approfondir dans le papier, mais grosso modo, à un instant T, vous avez un nombre de nouvelles infections qui est bêta S de T fois I de T, et ensuite, vous êtes obligé de rapporter ça au nombre de personnes qui n'étaient pas encore infectées à la date T, et donc qui étaient ST, et vous trouvez donc le lien entre le I de T de l'équation différentielle, du système d'équations différentielles précédent, et le taux de risque instantané. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que donnez-moi une épidémie avec des facteurs de transmission, de guérison, etc. On peut s'inventer un scénario sur le bêta, sur le gamma et sur le N. Et à partir de là, eh bien, on peut déduire de ces modèles SIR qui sont très connus une façon de modéliser de façon adaptée ce qui va en résulter au niveau d'un portefeuille. Donc, bien sûr, ce n'est pas la seule façon. L'idée, c'est que, je fais une parenthèse, mais on s'intéresse ici beaucoup dans ce papier à la notion d'épidémie et donc la notion de transmission. Mais vous avez des attaques informatiques qui ne fonctionnent pas comme ça, qui vont, par exemple, fonctionner par une espèce de bombardement constant dans le temps. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi le modéliser, mais ça ne sera plus le même lambda T, ça sera un lambda T qui ne sera pas lié à des modèles épidémiologiques. Alors, ça, petite question qu'on peut avoir si on fait une revue de la littérature, vous avez aussi des propositions qui ont été faites on peut se demander finalement pourquoi on raisonne en deux temps. Pourquoi on fait un modèle pour le pays et ensuite on regarde sa résultante sur le portefeuille. Pourquoi on ne fait pas directement un modèle sur le portefeuille? Parce que si je reviens en arrière, déjà si vous le faites avec ce modèle-là, si ce que vous faites, si ce que vous regardez, c'est le nombre de susceptibles dans votre portefeuille, le nombre d'infectés dans votre portefeuille et le nombre de recovered dans votre portefeuille, là, vous voyez que ce modèle SIR standard, c'est un modèle purement déterministe. Donc, il ne va pas traduire le fait que vous avez un aléa assez important sur votre portefeuille. Des fois, vous avez de la chance, des fois, vous n'avez pas de chance. Alors, néanmoins, il y a ce qu'on appelle des modèles SIR stochastiques, qui peuvent être une façon de corriger le tir. Donc ça c'est une possibilité, et vous avez des travaux qui ont été faits, y compris en assurance, sur ces choses-là. Alors, pourquoi on n'a pas voulu faire ça? Parce qu'on voulait, d'une part, garder un cadre flexible. Ça nous permet de pouvoir adapter la technologie à un contexte où on n'a pas forcément une transmission comme dans le cadre d'un virus biologique. On peut mettre à peu près ce qu'on veut dans le lambda T. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que si vous faites un modèle SIR stochastique sur votre portefeuille, implicitement, vous êtes en train de supposer que la transmission,
elle a lieu à l'intérieur de cette population. Grosso modo, c'est ça qu'il y a derrière cette modélisation. Donc là, ce qu'on fait dans notre modèle à nous, c'est qu'on suppose qu'en fait, le portefeuille il est tellement petit par rapport à la population nationale que vraisemblablement, ce n'est pas dans le portefeuille que va se faire la contamination. Elle va plutôt venir de l'extérieur. Et donc, ça conserve un aspect aléatoire, puisqu'il y a un tirage aléatoire. Et en même temps, ça nous semblait aussi plus adapté en termes de réalisme de modélisation, dans le sens où ce n'est pas parce que deux entreprises sont assurées chez le même assureur qu'elles ont plus de risques de se contaminer l'une l'autre. Ça ne paraît pas forcément réaliste. Alors, calibrer ensuite ces modèles SIR pour des incidents cyber, c'est quelque chose d'assez compliqué en revanche, parce que, donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est décrit plus avant dans le papier, encore une fois. Mais ce qui manque à l'heure actuelle, c'est une véritable épidémiologie du risque cyber. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a une pandémie grippale, on sait vous dire un certain nombre de choses sur la façon dont elle va se propager, parce que la grippe, on connaît bien. Il y a aussi, on le voit bien, des pandémies qu'on ne connaît pas bien, mais qu'on apprend, sur lesquelles on apprend progressivement, comme celle qu'on est en train de vivre. Mais en tout cas, on a des éléments d'aide pour savoir quels sont les mécanismes et quelles sont les vitesses de propagation. Et puis on a aussi, on le voit dans la crise du Covid, des données publiques mises à jour en temps réel. Alors elles ne sont pas toutes de bonne qualité, il y a sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais l'information circule de façon beaucoup plus fluide que dans le secteur du cyber. Donc, on a développé dans ce travail, notre but, c'était de répliquer un incident qui serait à peu près du même type, du même ordre de grandeur que WannaCry, et on a essayé de fitter une dynamique d'épidémie sur les données WannaCry en passant par des moyens détournés. Je ne vais pas approfondir, il y a quelques éléments dans les slides, d'autres dans le document, mais retenez l'aspect difficile et la nécessité d'échanger avec des spécialistes de l'IT pour pouvoir avoir des scénarios d'épidémie crédibles. Voilà. Donc, en gros, ça donne ça, hein, dans la calibration qu'on a donnée, l'évolution. Donc, vous voyez une durée de crise qui est beaucoup plus courte que dans une pandémie biologique. Hein. Vous voyez ici une dizaine de jours pour WannaCry. Alors, c'est pas vrai, il y a eu des infections un peu après, mais bon, elles étaient quand même beaucoup plus marginales. Et donc, vous voyez cette forme de pic du nombre d'affectés. Donc là, on est sur une modélisation de ce qui se passe au niveau national, enfin mondial en l'occurrence ici, si on répercute un événement type WannaCry. Alors, quelles sont les différences avec une épidémie biologique? C'est intéressant, surtout dans le contexte actuel, de le voir. D'abord, en tout cas pour WannaCry, il n'y a pas vraiment d'incubation. C'est pas forcément vrai sur tous les virus informatiques. Vous avez parfois des virus dormants, hein, qui vont rester une certaine durée. Mais ensuite, quand est-ce qu'ils se déclenchent? C'est pas forcément non plus une incubation qui va être classique. Donc, on n'a pas incorporé ici d'incubation, hein, mais ça pourrait tout à fait se faire, hein, dans le modèle ici. Mais l'incubation dans un virus informatique, elle va pas être forcément pareille. C'est-à-dire que si vous avez si vous chopez le Covid, vous avez, je ne sais plus, autour de 7 jours, entre 7 et 14 jours d'incubation avant que se développent véritablement les symptômes. Si vous attrapez un virus informatique dormant, vous pouvez avoir plutôt un phénomène de compte à rebours, c'est-à-dire si les hackers veulent maximiser les dégâts, ils ne vont pas attendre une certaine période, ils vont faire que, si on est dans un phénomène massif, que tout se déclenche en même temps. Et donc, c'est pas, vous voyez, c'est plus un côté bombe à retardement que un phénomène d'incubation classique. Le paramètre de gamma, je vous rappelle, c'est celui qui dit à quelle vitesse on est plus contagieux. Donc, celui-là, on peut supposer qu'il est relativement rapide. Ça ne va pas être la durée très, très longue d'hospitalisation des patients Covid. Ça va être au contraire assez faible, en tout cas pour certains incidents, parce que vous avez une quarantaine qui est beaucoup plus facile pour les systèmes d'information. On peut toujours trouver des contre-exemples, mais c'est grosso modo les idées. La durée, j'ai déjà mentionné, qui est très courte. On n'est pas, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et le fameux R0 que je n'ai pas redéfini, mais on en a entendu très fortement parler, hein, vous savez, c'est ce nombre, ce basic reproduction number,
qui dit grosso modo en moyenne combien une personne en infecte d'autres. Et vous voyez que dans le cas de WannaCry, on est sur un R0 qui est très proche de 1. Il est légèrement au-dessus, ce qui fait une propagation, mais pas beaucoup. On n'est pas au niveau des 2 ou 3 qui sont indiqués pour des pandémies type Covid. En tout cas sur les événements jusqu'à présent constatés. Et ensuite, bien sûr, les dommages qu'on ne va pas regarder ici, mais je vous ai dit que la convalescence, elle pouvait être très longue. Alors, je ne sais pas si les graphes se voient très bien, parce qu'en tout cas, ils ne s'affichent pas forcément très bien sur mon écran, donc je ne sais pas trop ce que vous voyez. Mais on a essayé ici de décrire 3 comportements pour le dernier module, qui va être, donc là, j'ai beaucoup parlé de comment on modélisait la force de l'infection. Maintenant, je vous ai dit, il y a la réaction, il y a cette fameuse vaccination, cette réponse à la crise. Et donc, ce qu'on a modélisé notamment, c'est 3 types de comportements, qui sont des comportements d'assurés et d'assureurs. L'assureur, où est-ce qu'il intervient? Il intervient, ou les pouvoirs publics, dans la veille et dans la capacité de proposer une solution pour se vacciner. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vous avez des modèles possibles pour modéliser donc, le taux de vaccination au cours du temps. Donc, à chaque fois, vous voyez un délai. Ce délai, c'est le délai de détection de la réponse adaptée, la conception du vaccin, si vous voulez. Donc là aussi, si vous faites l'analogie avec le Covid, ça ne va pas être simplement quelques jours. Et ensuite, vous avez des assurés à gauche qui se vaccinent uniformément au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle exponentiel. C'est une distribution exponentielle qui est derrière. Vous pouvez imaginer des comportements où vous allez avoir les très sérieux qui se protègent tout de suite dès qu'ils ont reçu la notification, et puis ceux qui, en revanche, sont moins vigilants et donc, vous voyez, ont un comportement qu'on va appeler Pareto. Et puis, d'autres qui vont, au contraire, progressivement, une prise de conscience progressive de ce qui va se passer. Donc, on peut bien sûr mixer les 3 types de comportements, puisqu'on peut avoir une hétérogénéité dans la population. Donc, ce qu'on verra dans les résultats, c'est qu'en tout cas, dans ce qu'on a regardé, c'est pas tant le type de comportement qui va nous importer, mais vraiment le délai de réaction, c'est-à-dire à partir de quand on va être capable de proposer une solution pour se vacciner, toujours avec beaucoup de guillemets, contre l'événement en cours. En tout cas, dans les simulations qu'on a effectuées. Donc voilà, je rappelle très rapidement ce qu'on va voir ensuite dans les applications. Ce qu'on va chercher, c'est à quantifier le nombre total d'infectés sur un scénario, puisque là, on a un outil en fait de génération de scénarios de pandémie cyber. Donc, une fois qu'on a le scénario, on va être capable de déterminer quel va être le nombre total d'infectés. Alors, soit par simulation, soit on a eu aussi des résultats théoriques qui nous permettent bien sûr d'envisager ce nombre à partir des paramètres du modèle. Donc ça, c'est une vision à la fin. Mais surtout, on va s'intéresser à l'aspect dynamique, donc l'aspect l'évolution de l'épidémie, l'impact des méthodes de réaction et donc ce fameux risque de saturation. Voilà. Donc, je le montre ici sur un graphique qu'on reverra, mais grosso modo, ce qu'on va regarder, c'est ça. Donc, je passe très vite parce qu'on va le revoir un peu après. C'est le nombre d'infectés au cours du temps qui monte, et en fonction des types de réactions, on va avoir la courbe qui s'infléchit de façon beaucoup plus prématurée. Bon, on reverra ça, bien sûr, tout à l'heure. Donc, pour le comportement du modèle, je livre juste un tout petit résultat théorique, il y en a plus dans le papier, mais on a un certain nombre de formules fermées qui peuvent nous dire assez rapidement, à partir des paramètres de modèle, quel va être le scénario central. Le scénario central, c'est quoi? C'est l'espérance des différents processus qui sont impliqués. Donc je rappelle, le premier, c'est le nombre d'infectés au cours du temps. Le deuxième, c'est le nombre traités à la date T. Et IT, et petit it, c'est le nombre moyen de personnes, dans le scénario moyen, le nombre de personnes infectées à la date, à assister à la date T. Et donc notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à des résultats assez universels pour avoir non seulement le scénario central, mais aussi des formules fermées pour avoir des intervalles de confiance. Et des intervalles de confiance pas seulement asymptotiques. En fait, on a des bornes de déviation assez sharp qui permettent de savoir, d'être quasi sûr, d'avoir une bonne idée de la dispersion autour de ce scénario central.
Donc, si on regarde donc les simulations qu'on a effectuées, donc ce qu'on a effectué, c'est on a essayé, comme je vous disais, de répliquer un événement type WannaCry et de le faire se promener sur un portefeuille d'assurés. Et donc, sans entrer trop dans les détails, voilà un des types de résultats qu'on a eu sur ces simulations. Donc, vous avez différentes lignes qui correspondent à différentes réactions de la part de l'assureur et de l'assuré. Donc, grosso modo, gardez l'idée que la crise qu'on a simulée, c'est sur 10 jours. Une réaction lente, on a considéré ça à 7 jours. Ce que vous voyez avec médium dans le tableau, c'est une réaction au bout de 5 jours. Donc, au bout de 5 jours, on sait comment se traiter contre l'événement. Et fast, c'est au bout de 3 jours qu'on a la solution. Et on ne va pas regarder tous les résultats, mais si vous regardez la colonne min, la colonne donc moyenne, hein, la première colonne avec les chiffres, ce que vous voyez, c'est que si vous avez une réaction rapide, eh bien vous avez une diminution considérable du nombre total d'affectés que vous allez avoir. Donc c'est vraiment cet élément réactivité qui va être important, moins la forme du comportement des assurés derrière. Alors ça a défilé trop vite. Donc ça c'était pour l'aspect vision finale, à la fin de la crise. Maintenant, comme je vous disais, ce qui est plus intéressant, en tout cas plus rigolo à regarder, c'est ce qui se passe en temps réel au cours du temps. Et donc là, j'ai déjà montré cette courbe. Donc ce que vous avez, qu'on voit derrière et qui se poursuit en noir ici, c'est si on fait rien. Donc si on fait rien, vous avez donc ce nombre d'infectés qui augmente. Enfin, le nombre, ce que je vous dis, c'est le nombre de personnes à assister à la date T. C'est-à-dire que quand ça décroît, c'est qu'une personne, certes, a été infectée, mais elle a été traitée, il n'y a plus besoin de lui apporter d'aide. Et donc, ce que vous voyez avec les couleurs vertes, rouge et bleu, ce sont les différents schémas de réaction. Donc, verte, c'est quand j'ai une réaction tardive. Rouge, c'est quand j'ai une réaction moyenne au bout de 5 jours. Et bleu, c'est quand j'ai une réaction rapide. Et ensuite, bon, il y a différents degrés de pointillés suivant les types de comportements. Ça, on pourrait disserter longtemps sur ce qui est le meilleur comportement. Mais ce que vous voyez surtout, c'est que c'est absolument essentiel d'avoir une réaction rapide. Vous ne diminuez quasiment pas le pic si vous avez une réaction lente ou moyenne. Et en revanche, donc vous allez bien sûr réduire l'air sous la courbe, donc vous allez réduire le nombre d'infectés, mais vous n'allez pas, si vous avez une réaction trop rapide, vous n'allez pas faire diminuer ce pic. Donc, quelques éléments là aussi, je passe assez vite sur les différents scénarios et la répartition du suprêmum de IT, de la hauteur du pic dans les différents scénarios. Donc, ce qu'on voit normalement, c'est dans une absence de réaction à gauche, parce que donc, vous voyez quelque chose d'assez symétrique dans la répartition de cette hauteur de pic. Vous avez ensuite une vision un peu décalée au milieu qui correspond à une réaction lente. Donc, vous voyez, c'est quasiment la même répartition, et sauf qu'elle est un peu décalée sur la gauche. Si vous regardez les abscisses, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les chiffres sont un peu plus bas. Et en revanche, avec une réaction rapide, vous avez un histogramme là aussi similaire, mais là aussi très décalé vers la gauche, avec une diminution du pic qui est assez conséquente. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour expliquer les outils qu'on peut développer à partir de ce type de modèle. On peut notamment, grâce à ce type de scénario, on est capable, par exemple, de quantifier quel va être le coût de la protection. C'est-à-dire, donc, je vous rappelez, on s'attend à devoir assister un grand nombre d'assurés au cours du temps. Donc, on peut se demander, pour être confortable, combien d'assurés je peux être capable d'assister de façon efficace. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer? Si je dépasse vraisemblablement, je vais dire n'importe quoi, mais pour les 50 premiers assurés, s'ils sont affectés tous en même temps, je vais pouvoir les assister tous en même temps. Et à partir du 51e, progressivement, il va falloir que je mobilise plus de force, plus de ressources, ou que je paie plus cher mon prestataire pour qu'il puisse intervenir. Donc, c'est ça qu'on a développé dans le papier. On a regardé dans des cas un peu joués, avec une fonction de coût qui est un coût unitaire par assuré qui est le même jusqu'à un certain seuil. Et puis, dès qu'on a trop de monde à assister simultanément, eh bien, hop, la fonction de coût augmente.
Et donc, ce qu'on a regardé en fonction de différents paramètres de réaction, ce que vous voyez, c'est pour différentes fonctions de coût et à quel point il y a une inflation forte une fois qu'on a dépassé ce seuil. Ce que vous avez ici en abscisse, c'est la valeur du seuil au-delà duquel je suis plus confortable. C'est-à-dire, dès que je dépasse cette valeur du seuil d'assurer et assister, j'engendre un surcoût. Et donc, ce que vous voyez, bien sûr, à droite, vous avez un seuil très confortable. Vous êtes capable d'assister simultanément un grand nombre d'assurés. Donc, c'est assez plat. Et puis, progressivement, vous allez vers la gauche. Vous avez une capacité d'assistance qui est beaucoup plus réduite. Vous voyez une explosion des coûts, excusez-moi. Et donc, ensuite, à partir de là, ce qu'on est capable de chiffrer, mais je laisserai bien sûr les slides et ça n'aurait pas beaucoup de sens, excusez-moi, ça bouge tout seul, de trop les commenter. Mais ce qu'on est capable, c'est de se dire, si j'augmente ma capacité de réponse, ma capacité d'assistance, si je fais une analogie avec le biologique, si j'augmente mon nombre de lits, eh bien, quel va être le pourcentage d'économie que je vais faire par rapport à ce qu'il y aurait eu en temps normal. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on arrive à chiffrer sur ces graphiques que je vais sans doute pas trop vous détailler parce que je pense que le temps file. Donc, juste pour faire quelques analogies avec l'aspect pandémie et surtout pour jouer au jeu des 7 différences, puisqu'on s'est beaucoup inspiré des modèles pandémiques pour faire ce travail. D'abord, vous avez une échelle de temps beaucoup plus longue dans la pandémie biologique, donc qui a à la fois un avantage et un inconvénient. Ensuite, la capacité de réaction pour l'assureur, en revanche, ça c'est plus... Elle est très réduite dans le cadre d'une pandémie. À part d'inciter, comme c'est écrit ici, à respecter les gestes barrières et à se vacciner, l'assureur ne peut pas faire grand-chose. Dans le cas du cyber, comme il a un rôle d'accompagnateur, notamment d'un certain nombre de PME qui ont des compétences réduites en termes de cybersécurité, là, il a une capacité d'action qui est beaucoup plus forte parce qu'il peut leur répercuter des solutions qui vont leur permettre de réduire le pic. Et donc de réduire le coût total de ce qui va se passer. Ensuite, bon là c'est aussi une grosse simplification qu'on a fait dans ce travail. On a supposé que ce que j'ai appelé la vaccination était parfaite. On le sait aussi bien dans la pandémie biologique, la vaccination n'est pas toujours parfaitement, ne fonctionne pas toujours parfaitement. Donc ça, c'est une première modification qui, ceci dit, qui est vraie également pour le cyber parce que des fois, on croit se protéger et on n'a pas effectué une protection parfaite. Donc ça aussi fait partie des choses qu'on pourrait modifier et qui peuvent être tout à fait modifiées dans ce modèle. Alors, l'autre aspect, c'est que bon, tout portefeuille d'assurance, il est sélectionné. C'est une sélection. Donc qu'elle soit consciente ou pas, c'est une population particulière qui n'est pas représentative de ce qui se passe au niveau national. La sélection, elle est, dans l'aspect, dans le risque cyber, on ne peut pas forcément préjuger dans quel sens elle va. On peut sans doute un peu plus dans l'aspect biologique parce qu'on a notamment des informations sur l'âge de la population assurée, sur un certain nombre de choses. Et également sur les questions d'information dont on dispose, elle peut être un peu moins bonne parce que notamment quand vous avez un assureur, enfin si vous regardez un assureur ne sait pas forcément à un instant T combien de ses assurés sont affectés par une certaine pathologie. Même si vous êtes en santé, vous ne savez pas forcément si les personnes qui sont affectées par le Covid ou par un rhume ou par autre chose. Et quand vous avez de la mortalité, vous ne savez pas forcément si cette mortalité est liée au Covid ou liée à autre chose. Dans le cas du cyber, si vous savez que vous avez un incident cyber, dans une période où il y a eu un épisode type WannaCry, vous pouvez quand même raisonnablement penser que c'est lié. En tout cas, de façon, vous ne le saurez pas forcément de façon très précise, ou en tout cas pas tout de suite, mais il y a moins de difficultés à le savoir que dans le cas biologique. Voilà. Ça, c'était pour le jeu des 7 erreurs. Donc, ça, c'est quelques
considération qui nous éloigne un petit peu de ces aspects d'accumulation, mais qui, je pense, il faut avoir à l'esprit dans le contexte actuel. C'est que, bien sûr, le contexte Covid-19, d'une part, comme je disais en préalable, il nous signale cette menace cyber un peu plus parce qu'on a une explosion des usages numériques dans un cadre, comme je disais, peu sécurisé. Également, par contre, là où on peut apprendre pas mal de choses, c'est que à travers la crise du Covid-19, il y a des problèmes d'approvisionnement, de supply chain qui ont été mis en lumière et qui n'étaient pas forcément envisagés. Et donc ça, c'est aussi tout un champ de recherche, de se demander si on ne peut pas utiliser ces informations pour comprendre un peu mieux quel serait l'impact des événements cyber. Donc dans une approche plus élaborée que celle que je vous donne là, où je me suis contenté d'une approche fréquence, mais comme je vous l'ai dit, dans notre projet, on regarde bien sûr de façon avec beaucoup d'attention l'aspect coût. Et donc dans l'aspect coût, il y a notamment tous les coûts engendrés par ces questions de rupture de supply chain. Et enfin, donc juste pour terminer sur quelques perspectives de ces travaux. Donc, d'une part, je voudrais souligner une nouvelle fois l'hétérogénéité, donc à la fois pour le coût, mais également pour la fréquence. Et comme je le disais, le champ d'investigation qui me semble assez important, c'est progressivement, et les assureurs ont un rôle à jouer là-dedans, étant en contact d'un certain nombre de sinistres cyber, c'est progressivement d'avoir une connaissance typologie d'événements cyber, d'épidémies cyber, et une construction un peu d'une épidémiologie du cyber, si vous voulez, qui soit capable de mieux quantifier la menace et ses impacts. Et ça, c'est quelque chose qui, là, on est quand même sur un modèle très mathématique, très générique, mais pour le nourrir, il est bien sûr essentiel de dialoguer. Alors, j'ai mis hydrologie risque naturel parce que pourquoi ? Parce que c'est des champs disciplinaires qui sont liés notamment à des questions, qui ont l'habitude des questions de saturation, de pic, de théorie des valeurs extrêmes et autres, et également d'épidémiologie pour les notions techniques qui sont nécessaires à être utilisées. Et bien sûr, j'ai oublié l'essentiel, mais je n'aurais pas dû, mais c'est bien sûr informatique. Bien sûr, il est absolument nécessaire d'avoir des liens avec l'IT sur ce type de questions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis... Comment dans la vraie vie on va pouvoir faire pour, dans ce dialogue avec l'informatique, etc., nourrir les modèles, comment un assureur va pouvoir nourrir le modèle pour faire son calcul? Il y a d'abord, en fait, ce qu'on arrive à... On arrive à avoir des informations, par exemple, sur l'informatique. Enfin, il y en a de plus en plus qui sont mises sur la place publique et qui sont identifiées. Par contre, l'assureur, comme le mathématicien, il n'est pas capable de dire telle vulnérabilité informatique, elle va impacter tel système particulièrement vital et elle va avoir un coût très important. Donc, dans les éléments de ce dialogue, il y a vraiment une nécessité de savoir, vous me dites qu'il y a une vulnérabilité là qui vient d'être détectée dans la dernière version de Windows, mais est-ce que c'est simplement que je ne vais plus avoir accès au widget à côté pendant quelques jours, ou est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut arrêter mon entreprise? Donc, c'est des choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, la difficulté, c'est qu'il faut progressivement, par un dialogue, passer de cette analyse un peu de sentiment à une quantification. Donc, ça se fait à la fois par un dialogue et à la fois par la confrontation avec des données quantitatives, d'expérience, etc. Alors, si je regarde les questions, existe-t-il des modèles de pandémie dans le domaine agricole qui peut avoir des vaches, des cochons et des volailles et qui est comparable à un système informatique avec plusieurs OS tels que Linux et Windows? Alors, donc cela permettrait de modéliser l'intérêt de la diversification. Donc, oui, bien sûr, il y a des zoonoses qui ont été modélisées par les mêmes modèles, hein, c'est le même mécanisme. Alors après, est-ce que, pour moi, c'est pas plus proche qu'une pandémie humaine, parce que, si vous voulez, beaucoup de virus vont être cantonnés à
à mon avis, même si je ne suis pas vétérinaire, à une espèce particulière ou un groupe d'espèces. Donc, ce n'est pas beaucoup plus différent d'une pandémie humaine, à mon avis. Et ensuite, l'aspect, même si on considère qu'il y a plusieurs OS, j'aime bien l'analogie, on peut aussi voir cette diversité dans la réponse humaine aux pandémies, parce que avoir pas les mêmes, tout à fait le même patrimoine génétique, pas avoir la même réponse face à une infection, c'est aussi des éléments de diversité. L'OS donne simplement une caractéristique, une diversité supplémentaire. Donc je pense que c'est tout à fait... donc oui, il peut y en avoir dans le domaine agricole. Je pense que regarder côté agricole, c'est de toute façon les mêmes modèles et ça ne change sans doute pas grand-chose par rapport au domaine humain, à mon avis. Mais je connais mal les animaux, j'aime pas trop ça. C'est pour tout dire. Alors, il y avait une autre question, remarque, dans le modèle CIR, un individu ne peut pas mourir, d'où le fait qu'il n'est pas adapté pour le Covid. Alors, non, ça c'est faux, parce qu'en fait, dans la catégorie, on appelle souvent recovered ou removed. Removed, c'est un peu glauque, mais dans les removed, comme je l'ai dit, c'est les personnes qui ne sont plus contagieuses. Parmi les personnes qui ne sont plus contagieuses, vous avez les personnes qui sont guéries, mais vous avez aussi les personnes qui sont mortes, qui ne contamineront plus personne. Donc ensuite, en général, ce qui va se passer, c'est que on a des compartiments. Donc le modèle CIR, c'est le plus simple. C'est-à-dire, je peux attraper, j'ai attrapé, et je peux transmettre. Et je ne peux plus transmettre. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, si on veut avoir des choses plus élaborées, c'est pour ça que je parlais des modèles épidémiaux à 11 compartiments de nos collègues de l'Institut Pierre-Louis, c'est que vous allez avoir, à partir du moment où vous êtes infecté, vous allez scinder les blocs en différents compartiments. Donc, infecté, vous allez avoir l'asymptomatique, celui qui est peu symptomatique, celui qui est très symptomatique, celui qui va passer par l'AREA, etc. Et ensuite, vos removed, votre état R, vous pouvez aussi le séparer entre les guéris et les décédés, ou les guéris, mais qui nécessitent une convalescence particulière. Il me reste au nom de tous les auditeurs, à te remercier parce que c'est extrêmement clair et intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée.